Indépendamment des liens bien réels que nous avons évoqués entre l'IA et la destruction des écosystèmes et l'exploitation des pays du Sud, ma question serait plutôt: n'est-elle pas en tant que telle, et même sans cela, une gigantesque faillite, c'est-à-dire un effondrement de notre puissance d'être, pour ne pas dire une arme de destruction massive, puisque nous avons vu l'effet de ses utilisations en temps de guerre. Alors je reviens un instant sur la puissance, le mot que j'ai employé ce matin, parce que j'en suis arrivé à la conclusion que c'est un peu ce sur quoi on ne peut pas ne pas être en accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu délicat d'asséner des vérités avec assurance quand il s'agit d'un choix par essence contingent. Vous et moi, nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout, et bien évidemment, je n'ai pas forcément raison quand il s'agit d'un critère esthétique. Certains peuvent aimer les oiseaux et les plantes, d'autres préférer le béton et le métal. On ne va pas durer très longtemps avec les seconds, mais je ne nie pas qu'il y a une diversité de désirs et de manières de souhaiter habiter cette planète. Il y a quand même un commun, c'est que nous sommes vivants et que nous voulons vivre. Et c'est cela, je crois, qui se manifeste dans la puissance d'être. C'est un peu ce que théorisait Bergson, précisément d'ailleurs en réponse au scientisme. Il disait en un sens très particulier, qui n'est pas le sens physique, que les êtres vivants ne conservent pas l'énergie, et c'est aussi ce qu'à sa façon théorisait Kierkegaard. Si on se laisse remplacer par des machines, on accepte de devenir les rouages, les outils d'un méta-projet. Mais quel est-il ? Est-ce qu'on a envie que notre vitalité devienne un instrument, le moyen d'une optimisation de l'artificialisation du réel? Honnêtement, ça devient presque Matrix. Parce qu'on n'est pas en train de se mettre en rang pour sauver le monde. On pourrait faire des efforts pour ça, se dire, bon, je renonce un peu à ma liberté, mais c'est pour dévier un astéroïde qui va tous nous détruire. Dans ce cas-là, pourquoi pas? En réalité, on est aujourd'hui en train de se mettre en rang pour détruire le monde. La vie est, me semble-t-il, à elle-même sa propre fin, ou éventuellement un projet spirituel, si certains ou certaines le désirent. Mais elle est le contraire d'un rouage lui-même assujetti à un processus suicidaire et prédateur. Alors on connaît les affres de l'IA, j'en ai mentionné quelques-uns: intelligence artificielle en introduction, consommation, pollution, néocolonialisme, failles de sécurité, addiction, généralisation de la désinformation, censure, etc. Mais ce n'est pas le pire. À mon avis, la question fondamentale n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'IA, parce que bien sûr l'IA émet énormément de CO2. Et, spoiler, on n'y arrivera pas. Mais la question, c'est plutôt de se dire, même si on y parvenait, ce qui est faux, est-ce que nous voudrions que des algorithmes, qui n'ont rien d'intelligent en réalité, produisent un réel prévisible, normé, calculé, sans exubérance et sans protubérance, sans bifurcation et sans imprévu, adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité? Voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos addictions, que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour confronter nos convictions? Vous savez que si vous croyez que la Terre est plate, si vous croyez que les vaccins sont globalement nocifs, YouTube vous proposera du contenu qui corrobore ces croyances erronées. Voulons-nous donc qu'il en soit ainsi, que nos curriculums vitae, et c'est déjà le cas, sachez-le, soient lus par des machines, que la finance mondiale, qui nous gouverne dans une large mesure, soit régie par des programmes dont, de l'aveu même de leurs créateurs, plus personne ne comprend le fonctionnement ni les attentes, que nos assurances et vulnérabilités soient calculées en fonction de probabilités objectivées, que nos amis ou nos amants soient sélectionnés par des filtres normalisés. C'est déjà le cas, vos enfants vont choisir leur conjoint grâce à l'algo de YouTube ou de Facebook plutôt, ou de Snap ou de Insta, qui va choisir ceux qui apparaissent dans leur fil d'actualité et donc ceux avec lesquels ils vont engager des conversations et éventuellement flirter. Souhaitons-nous que nos complaintes et suppliques adressées par exemple à l'administration ou à l'État soient traitées par des agents conversationnels, des bots dont on sait tous qu'ils ne marchent jamais, mais qui se généralisent partout, que nos créations soient supplantées par des interpolations, que les frappes militaires soient concoctées par des ordinateurs? Indépendamment des liens bien réels que nous avons évoqués entre l'IA et la destruction des écosystèmes et l'exploitation des pays du Sud, ma question serait plutôt: n'est-elle pas en tant que telle, et même sans cela, une gigantesque faillite, c'est-à-dire un effondrement
de notre puissance d'être, pour ne pas dire une arme de destruction massive, puisque nous avons vu l'effet de ses utilisations en temps de guerre. Je sais, je crois, ce que vous vous dites en ce moment. Il n'a pas complètement tort, mais quand même, il n'a pas complètement raison non plus, parce qu'il y a des aspects positifs. Oui, bien sûr. Mais tout mon point consiste à vous convaincre qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas penser ainsi. Vous êtes bien placé pour connaître, n'est-ce pas, le concept de balance bénéfice-risque. En l'occurrence, il voudrait plutôt dire balance bénéfice-coût. Et elle penche tellement fort, en l'occurrence, de façon objective du côté des coûts, que je trouve un peu obscène d'oser mettre les bénéfices sur la table alors même qu'on n'entend que ça toute la journée. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière bascule, c'est-à-dire la génération d'une dépendance à un outil qui n'est pas nécessaire et qui est devenu vital parce que nous ne parvenons plus à envisager les alternatives. Je vous donne un exemple très concret de notre envoûtement intellectuel. Récemment, un sondage a été fait auprès de développeurs, donc des gens dont la création de code informatique est le métier. Et on leur a demandé combien de temps ils pensaient gagner grâce aux agents conversationnels, aux IA génératives de type GPT. Les réponses varient entre 13 et 32% de temps gagné. L'étude scientifique a chronométré les temps réels mis pour parvenir à certaines tâches. Et la réponse vraie est entre moins 2 et moins 40%. Autrement dit, on perd du temps, même quand on est un développeur, même quand on est un codeur. Et la raison est simple, en fait. C'est que le temps passé à écrire le prompt, on ne le compte pas, parce qu'on le considère comme gratuit. Le temps passé à corriger le prompt, on ne le compte pas. Le temps passé à renommer les librairies, on ne le compte pas. Parce qu'en fait, on a presque déifié l'IA. Et c'est pour ça qu'on lui donne ce privilège qui est factuellement déraisonnable. Grothendieck, que je citais ce matin, le plus grand mathématicien du XXe siècle, expliquait très bien, je décontextualise un peu parce que l'IA n'existait pas encore, mais c'est vraiment l'idée, qu'un théorème mathématique qui serait généré par une IA aurait une valeur nulle, même s'il était vrai. Même en mathématiques, là je ne parle pas de poésie, de musique ou d'art plastique, c'est tout à fait évident dans ces cas-là, même en mathématiques, parce que ce qui est intéressant dans un théorème, c'est la connivence que le chercheur ou la chercheuse développe avec lui, c'est l'exploration patiente du paysage autour du résultat. Si nous perdons ça, nous perdons tout. D'ailleurs, souvenons-nous que la science de la nature, la mienne, la physique, est née chez Lucrèce et que nous avons oublié les deux leçons, à savoir qu'elle est née dans un poème et qu'elle s'adossait à une éthique. Donc, au-delà des externalités négatives immenses, je ne prends pas le temps de vous parler des hidden prompts et des false packages, mais les problèmes de cybersécurité associés à l'IA sont assez réellement terrifiants. On est un peu en train de chercher le vaccin au virus que nous créons nous-mêmes, ce qui est quand même assez bêta. Je crois que la question est de savoir si nous voudrions que le réel soit régi par la forme la plus pauvre de toutes les dynamiques possibles, celle fondée sur la complétion probabiliste, c'est ce que fait GPT, tentant de reproduire le déjà connu. La seule question, me semble-t-il, est préférons-nous une vraie balade dans une vraie forêt ou la simulation, grâce aux électrodes qu'Elon Musk rêve d'implémenter dans nos cerveaux, de cette même balade depuis notre canapé en mangeant du pop-corn. C'est à peine caricatural.